para todos. His wife was sitting next to him. I said, you said that we had commercial difficulties? What you did with me was betrayal of a comrade. And in my textbook, that is the death penalty, my friend. In German, it sounds much more forceful, you know? Because was Sie getan haben, Herr Altmann, oder soll ich Sie besser Barbie nennen, war der Kameradenverrat. Und auf Kameradenverrat, nach meinem Ehrenkodex steht die Todesstrafe, Herr Altmann. Guten Tag. And I never saw him again. Je reçois à midi, ou peut-être un peu avant midi, une dépêche de Paris me disant « Croyons savoir que Barbie est à Lima. » Et comptons sur vous, comme toujours, pour assurer faire un bon reportage. Je pense tout de suite à Schwen. C'était un peu le nazi connu, avec lequel j'avais eu un petit contact un jour, mais qui, évidemment, ne se rappelait pas de moi. Je prends la voiture, je m'en vais avec ma copine. Je suis allé accompagner, en plus, par un appui de police. Ah, vous aviez quelqu'un de la police avec vous? Ouais, j'avais 4 ans. Ah non, mais 4 gardes civils en uniforme. J'allais chez Schwen et je lui explique. Alors Schwen rigole. Écoutez, on va arranger ça. On fait un rendez-vous. Oui. Barbie arrive ponctuel. Hein. Alors, on parle un peu, on lui explique. Franchement. Et écoutez, on dit que vous êtes Barbie. Le type fait une tête de surprise incroyable et dit ben, si vous n'êtes pas Barbie, ben, on va faire des photos pour prouver que vous n'êtes pas Barbie. Et voilà les photos. On fait ça. Dans les rues du Nord. Non, dans la place qui est en face de l'hôtel Bolivar. Si on lui avait demandé de se déculotter, il l'aurait fait. Oui. On s'est dit... Un type aussi gentil ne peut pas être coupable. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais j'étais parti avec une sorte d'instruction. Faites des photos des oreilles. Parce qu'on identifie les gens par les oreilles, oui, bien sûr. Ça. Oui. Ça, c'est une photo faite après la conversation du Bolivar. Il l'a posée. Alors, après cette démonstration, on s'est dit, c'est pas Barbie, c'est pas possible. Parce qu'il est trop gentil. Il est trop gentil, il se prête à tout. Non seulement il se prête à tout, qu'il nous donne un rendez-vous en Bolivie. Il y a eu évidemment la fuite. Informaciones concretas al gobierno francés y ese es donde viene mi conversación con el embajador de Francia. Mais pensez un peu que vous êtes journaliste. L'action que nous menons en tant qu'individus et nous ne sommes pas payés ni par les États, ni par les partis. Je ne peux pas me comparer avec Glasfeld et les gens qui ont une mission. Qui ont une mission de recharge, cette mission qui est une mission financière, économique, qui rend des dividendes. Les voyages que nous faisons, nous les payons nous-mêmes. C'est après, avec un petit groupe d'amis, que nous essayons de rayonner les fonds nécessaires pour pouvoir payer. Vous le croyez qu'ils font pour les prunes, qui financent leur voyage en avion et qui financent les hôtels 5 étoiles? Ce sont des services secrets israéliens, alors, à votre avis, ou quoi? Je pense. Quand je menais la campagne contre Kissinger, j'étais un agent de l'Est. Quand je m'occupais des protester contre l'antisémitisme dans les pays de l'Est, j'étais un agent de CIA. Cuando llegó una señorita, la capturadora de nazis, la Greifswald, nosotros no fuimos donde la Greifswald y le hemos dicho, aquí está Haltman. No, no.
Pero nosotros sabíamos Haltman quién era. Barbie, je ne l'ai pas vu à La Paz, mais je sais qu'il donnait des interviews dans les journaux où chaque fois il disait je suis très content pour ce que je fais, je le referai, encore aujourd'hui j'admire Hitler. Il menaçait la France. Il menaçait la France, il se sentait très en sécurité sur les dictateurs boliviens. Il se trouvait sur la cordillère des Andes et il donnait des interviews payées à diverses télévisions, dans la télévision française. Et ça, c'était une situation qui ne nous plaisait pas. Estaba resguardado por las amistades que tenía, porque era un tipo poco... Quels étaient les crimes que Barbie a commis contre l'humanité? C'était seulement cette mère juive qui avait le courage, parce qu'ils avaient perdu les enfants. Ça m'a resté des 5 gosses, hein? Ça m'a resté ma fille, mon fils. Mon mari fusillé, des enfants déportés. Tous par Klaus Barbie. Il était toute la journée chez moi à Villeurbanne. Pierre Lottière. Il m'a pris mon mari et mon fils. Je n'ai pas laissé. J'ai lâché mon fils. J'ai pleuré, j'ai lâché. Mais avec son revolver, avec sa manche, je m'ai battu. Quand Serge nous a contactés en 1971, et il m'a contacté moi enfin, sur le bottin, il m'a demandé si Mina et Claudine, ça me disait quelque chose. Je dis bien sûr. Il vous a consulté téléphoniquement en 71. Voilà, c'est là qu'il m'a expliqué l'action. Il m'a dit voilà, Barbie, il est en Bolivie, on peut rouvrir le dossier. Moi, elle avait 68 ans à l'époque. Je lui ai dit, si tu veux, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, moi je pars tout de suite. Si c'est pour retrouver les assassins de mon mari et mes enfants, il n'y a pas de doute. Et ils sont partis, ils sont restés un mois. Ils sont manifestés en Bolivie avec Béate en disant que cet homme qui est ici, librement et tout, c'était un assassin en France. En 72, la chance a voulu que j'ai pu mettre la main sur Barbie, journalistiquement parlant, après 4 ou 5 jours d'enquête, et que j'ai réalisé une interview de 25 minutes. Et quand on m'a demandé d'aller voir si M. Haltman était M. Barbie, mon souci était un souci journalistique, car je ne suis pas chasseur de nazis, car je n'ai aucune vengeance à assouvir, je n'ai qu'une curiosité journalistique. Ce n'est pas vous qui avez découvert Barbie. Non, non. Et en fait, c'est même pas les Klarsfeld, si vous permettez. Je ne veux pas leur enlever toute la gloire et tout le mérite qu'ils ont. C'est grâce à eux que Barbie est aujourd'hui en prison en France. Mais Barbie a été découvert en Amérique du Sud par les services secrets français dès 1966 ou 1967. Et des diplomates savaient que Barbie était là. Et en 1967, l'une de leurs préoccupations essentielles, c'était d'essayer de faire revenir Régis Debray, qui était en prison en Bolivie, et il n'était pas en mesure de demander aux Boliviens à la fois Régis Debray et Klaus Barbie. C'est une histoire absolument farfelue, cette affaire. Parce que j'ai été libéré, je crois, le 29 décembre 1970. Et Barbie a été identifié, si je ne me trompe, à la fin 71. Ce qui vous révolte surtout, c'est l'idée que vous auriez pu servir de frein à une action contre Barbie. La question ne s'est jamais posée. La question c'est vrai que je l'ai découverte là, maintenant, dans la presse. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. De Lyon. De Lyon. Je ne connais pas Jean Moulin. Je ne connais pas J'avais là devant moi un vieux flic qui avait, la Bolivie aidant et le soleil des Andes aidant, était à la retraite. Et il n'avait plus le réflexe du flic de Lyon. So viel ich da gelesen habe, ist dieser Herr Moulin nach dieser Version der Paris-Match auf einem Transport gestorben. Ce qui nous intéressait, nous, c'était Jean Moulin, beaucoup plus que l'histoire des enfants des yeux. On ne connaissait pas cette histoire des enfants des yeux. Ça apparaissait pratiquement nulle part, curieusement. Haben Sie etwas zu den Franzosen zu sagen? Ja, ich habe nichts gegen die Franzosen. Haben Sie nie was gegen gehabt? Im Gegenteil. Ich habe mit Franzosen verhandelt, geschäftliche Verhandlungen geführt. Dans les interviews qu'il donnait en Bolivie, il menaçait la France si jamais je suis pris. Je crois qu'il l'a même dit. Il me l'a dit quand je lui ai parlé de l'affaire Eichmann. Il m'a dit, mais s'il m'arrive une chose semblable à l'affaire Eichmann...
This is Klaus Barbie's home. He lived here for 2 years until 1981. I was standing here in 1981 together with Marisabel Schumacher from the New York Times. We were both doing a story for the Times, and knocking on the door here. And was he looking at you while you were? He was here in the window. I saw him looking from this window, and then he disappeared. After a while of waiting and standing around, we were about to leave after taking pictures, and a van showed up right over here, and about 12 paramilitary armed with submachine guns showed up. They were in an unmarked van, and they told us what we were doing here, and they put us under arrest, or put us in the van, and we were taken to military headquarters. It was a place that was headquarters that was headed by Colonel Guido Bildoso. We were held for about 5 hours. After a while, they realized that by having arrested us, they were in serious trouble, because it was going to become a story, the fact that 2 people working for the New York Times were arrested trying to reach Barbie. And so after around 5 hours, they decided to release us. The person who ordered our release was Guido Bildoso. La Presidencia de la República. A year later, Guido Bildoso was president of Bolivia. One of the first visitors he had at the presidential palace was Klaus Barbie. Bildoso, sí, señor. Estamos haciendo, ¿cómo está? No puedo dar ninguna declaración, porque no tengo ninguna autorización del comando en jefe. Están haciendo un documental sobre el señor Barbie, ¿no? Y la cuestión, cuando usted estaba comandante de la séptima, no sé si se acuerda, se arrestó a 2 periodistas. Cuando usted... Bueno, yo les lamento mucho. ¿Sí? Como les digo, tienen que tener una autorización del comando en jefe para que yo pueda dar una declaración. He has been president of Bolivia. Yeah, yeah. ¿Señor presidente? Sí, expresidente. But I don't want to talk about military matters. No. En forma general. He said in general terms he cannot speak. Does he remember about the arrest? Yeah, usted se acuerda, ¿no? Cuando se arrestó. Yeah, he remembers that. Bueno. Señor presidente. Mucho gusto. Gracias. Encantado. Hasta luego. Y discúlpenos. Ya, no, cómo no. Okay. Asumo la presidencia de la República por mandato de las Fuerzas Armadas de la Nación. En momentos críticos de la historia de Bolivia, cuando pareciera que todos los valores éticos, morales, espirituales y materiales están al borde de un colapso de imprevisibles consecuencias para el destino patrio. Buenas tardes. Estamos haciendo un documental sobre el señor Barbie. ¿Ya? Y queríamos un poco las impresiones de él como persona, nada de sus cuestiones controversiales, usted que vivió al lado de él tanto tiempo. Sí. ¿Cómo era de persona, simpático, su mujer? Un poquito la reacción de cuando murió su hijo, todo eso. Creo como un ser normal nomás. Un trato muy agradable tenía como caballero. Sí. Él lo tenía en su vida privada, no sé cómo era, ¿no? ¿Era muy simpático? Pero en sí como vecino, sí. ¿Sí? Barbie kam am Anfang in meine Buchhandlung, bis wir ihn eines Tages herausgeschmissen haben in La Paz. Und seine Frau war auch eine Kundin von deutschen Zeitschriften, denn wir sind die einzige Buchhandlung, die deutsche Zeitschriften und deutsche Bücher in Bolivien die letzten 14 Jahre geführt hat. Da hatten wir schon erfahren, wer Barbie war. Seine Frau haben wir rausgeschmissen aus einem anderen Grund, ja. Wir wussten damals nicht, wer sie war, aber sie war ein so entsetzlich ekliger Kunde, ja, der nur billiger alles haben wollte, dass wir einfach gesagt haben, also, bitte, wir brauchen sie als Kunde nicht, ja. Me invitó alguna vez y me dijo para que podría charlar ahí porque él pensaba que yo era judío. He thought he was Jewish. Entonces, a raíz de esto era la diferencia que tenía él conmigo. That was the difference that they had because he thought he was Jewish. Am Anfang, wie Barbie herkam, ja, hat ja auch geschäftlich mit Juden zu tun gehabt, die dann vollkommen ignorant waren, wer dieser Mann ist und woher er kommt und was er bedeutet. Y bueno, como nosotros no somos judíos, somos bolivianos. Sí. Entonces llegó a comprender, creo que el caballero después. ¿Mejoró la relación después de que enteró que usted no era judío? Sí. ¿Se portó más amigable, un hombre más cordial, más sincero. Als Verleger und Buchhändler kam ich auf eine schwarze Liste von ihm. Barbie hatte die schwarze Liste, weil sein Einfluss war ja viel größer, als wir erwartet hatten. Ja? Dann hatte er später, soviel ich weiß, sein eigenes Büro im Innenministerium und seine eigene Garde.
Und das war unter Banzer und Garcia Das Meza. war unter Banzer und Garcia Meza. Unter Banzer wurde ich verhaftet. Dann kam hierher eine Stoßtruppe, ich weiß nicht mehr wie viel war, bei Aufregung habe ich sie nicht gezählt. Es waren, weiß ich, 6 bis 8 Leute mit Maschinenpistolen und so weiter. Hat man natürlich auch sofort meine Bibliothek ausräumen wollen. Man hat zu mir gesagt, ja, also suchen Sie selbst aus, welche sind die Bücher, die gegen die Freiheit Boliviens sind und die revolutionär sind und welche nicht. Daraufhin habe ich geantwortet, das kann ich nicht aussuchen, denn entweder alle Bücher sind revolutionär oder kein Buch ist revolutionär. Und Bücher wurden von mir verbrannt. Ich kam in ein Privatgefängnis, wo die Jungs, die dort waren, die also die Bewachung hatten, das waren ja alles Paramilitar. Und diese Jungs waren immer ganz stolz, wenn sie geschrien haben, wir sind die Gestapo nicht und wir passen auf und wir sind für den Faschismus. Wir sind die Gestapo. Das war also für sie eine ganz besondere Ehre. Barbie est un homme, si j'ose dire, de conviction, de cohérence et de continuité. Il a des convictions ariennes, racistes et politiques qui l'ont amené à reprendre aussitôt du service en Bolivie, dans le renseignement, dans la répression et dans l'armée bolivienne. Rien ne l'y obligeait. Ce n'est pas l'Allemagne qu'il défendait en faisant cela. En 72, quand on a essayé de faire monter une opération pour le ramener via le Chili en France, nous sommes allés à Santiago, Régis Debray et moi, on a loué un avion, on est allé à la frontière bolivienne. Klarsfeld devait connaître des choses que je ne connaissais pas. Moi, j'en connaissais d'autres que lui ne connaissait pas. Disons que nos motivations étaient différentes. Elles se sont rencontrées. Je l'ai vu à Santiago du Chili. Il m'a dit, je veux faire ça contre ce seigneur. Moi, je pensais que c'était l'assassin de Jean Moulin. Point final. Lui pensait, sans doute, à meilleur escient, qu'il n'était pas seulement cela. En octobre 73, le général Pinochet avait remplacé Allende. Et donc l'opération n'a pas pu se faire. En tant que Français latino que j'étais à l'époque, qui était au fond allé chercher en Amérique latine des situations qu'il n'avait pas vécues, telles que la résistance ou la guerre d'Espagne. Vous étiez allé chercher l'engagement, n'est-ce pas? Si vous voulez. Donc il est vrai que Barbie était l'incarnation que je ne m'étais pas tout à fait trompé. Qu'il y avait le même combat et les mêmes hommes. Mr. De Castro, this was Bobby's last home before his arrest. Sí, cuando se lo arrestaba, él vivía en este departamento, en el tercer piso. ¿Quién le ha autorizado? Oiga. No. ¿Qué? ¿Quién manda, señor? Sí, ¿qué me importa? Esto es particular, es una residencia particular. Venga. Mire, yo lo voy a denunciar, ¿no? I don't understand Spanish, but I know who lived here. Yeah. It was Klaus Barbie. And that's what you don't want us to film, isn't it? That's what you don't want us to film. A mí no me interesa. Hábleme en castellano. ¿Ya? Mr. De Castro, what were we talking about when we were so rudely interrupted? I don't remember. I don't remember. You don't remember. Alvaro de Castro avait décidé de m'enlever pour m'échanger contre Barbie, n'est-ce pas? C'était une opération assez rocambolesque. Et au plan, c'était quelques mois après l'arrivée de Barbie à Paris. Face à la police bolivienne, il a reconnu les faits parce qu'il y avait des preuves matérielles. Et le financement? Vous savez, le financement n'est pas un problème en Bolivie. La Bolivie est un des pays les plus riches du monde dans sa marginalité. Ce pays pauvre est un pays qui nage dans le dollar. Le roi de la drogue est en train de faire une fondation culturelle pour le moment, pour aider au rayonnement de la culture bolivienne dans le monde. Il y a toutes sortes de cultures, c'est vrai. Il y a celle de la coca, mais puis il y a aussi sans doute des statuettes précolombiennes.
Quand la dictature bolivienne est tombée, Beat et moi, nous étions toujours sensibles à la parole que nous avions donnée au maire des Enfants d'Isieux de faire ramener Barbie et de mettre fin à son impunité. Et donc, ainsi, on a convaincu qui de droit à l'Élysée de, disons, que cette opération était positive. Notre ami Gustavo Sánchez Salazar est devenu secrétaire d'État à la sécurité pour régler cette affaire Barbie. Cuando se lo detuvo yo no lo vi, simplemente dispusimos su arresto en la cárcel por incumplimiento de una deuda. Si hubiéramos expulsado a Klaus Altmann, que era ciudadano boliviano, estábamos cometiendo un error. Pero nosotros expulsamos a Klaus Barbie, que era un ciudadano alemán que estaba viviendo ilegalmente en Bolivia. Estaba muy seguro. Él no creía de ninguna manera que lo íbamos a expulsar. Pero ya cuando subíamos en el auto, yo le dije que no era un traslado, que era una expulsión. Entonces él aseguró que él se iba a Alemania. Bueno, es un retorno a Alemania, ¿no? Donde realmente debía vivir normalmente, ¿no? Malgré les 40 ans qui se sont écoulés et malgré la fuite au bout du monde, le bras de la justice, comme dans les clichés, s'est abattu sur Barbie et l'a ramené sur les lieux de ses crimes. ¿Usted cree que el pasado está ya totalmente El pasado ha pasado, sí, enterrado. ¿No se arrepiente de nada que haya hecho en la vida? No, personalmente no. No puedo decirlo, ¿no? Si volvería usted a vivir, ¿volvería a hacer lo mismo? Mira, nunca se puede hacer lo mismo en la vida, porque la vida de cualquier forma, si se repetiría, sería otra. La vida produce muchas casualidades, muchos errores. ¿Usted cometió algunos errores? Bueno, ¿usted no ha cometido errores en su vida? ¿Usted se considera un nazi ahora? Mira, la palabra nazi no existe. Se dice, porque no sé, ¿usted me puede explicar qué quiere decir nazi? Comme vous le voyez sur ces images, ces journalistes attendaient Klaus Barbie à l'aéroport de Lyon-Satelas. En fait, c'est à la base aérienne militaire d'Orange, à 20h, qu'a atterri le DC-8 qui le transportait depuis Cayenne. Il aurait mieux valu le laisser à la paz ou lui foutre la paix ou... Enfin, si vous me demandez mon sentiment, moi, de français moyen, oui. Je dis que 40 ans après, il est peut-être un peu tard. Quand on connaît tous les pays civilisés qui ont plus ou moins des armées secrètes, hein, et où on fait tuer quand on veut quelqu'un dans un pays étranger, quel que soit l'éloignement par rapport... Bon, moi je suis français. Si la France avait voulu supprimer Klaus Barbie depuis 40 ans, je pense que ce n'est pas les occasions qui lui auraient manqué. C'est sous bonne garde que Klaus Barbie a fait son entrée dans la prison. Et c'est dans cette prison et dans le courant de la nuit que le juge d'instruction Jacques Riss viendra lui signifier son inculpation de crime contre l'humanité. Alors voilà la cellule où Klaus Barbie est resté pendant une semaine. Oui. Alors telle que vous la voyez, c'est exactement dans les mêmes conditions. Oui. Où il a été incarcéré pendant une semaine. À la différence près, c'est que les photographies ou les gravures que vous voyez contre les murs en ce moment n'y figuraient pas quand Klaus Barbie était là, parce qu'il n'y avait rien contre les murs. Les filles, là. Oui, il y a des filles en léger déshabillé, dirais-je, n'étaient pas de rigueur lorsque Klaus Barbie occupait cette cellule. Mais il n'est resté ici que 8 jours. Oui. Parce que sa sécurité... C'est pas une prison haute sécurité ici. Non, vous voyez bien tous ces bâtiments qui donnent sur les cours de promenade. Il aurait été facile, quelqu'un avec une arme, un fusil de chasse, sur lui, de lui tirer dessus. Et dès qu'il y avait des déplacements dans la cour, de quelque nature que ce soit, immédiatement tous les objectifs se braquaient. Oui. Il y avait de jour comme de nuit des journalistes, des photographes, des caméramans pour essayer de faire le scoop.
Enfin, il me disait que pour lui, sa vie était finie. Maintenant, il a perdu sa femme, il a perdu un fils. Il avait à l'époque donc 71 ans. Et il me disait que quoi qu'on lui fasse, maintenant... il m'a dit une fois, alors que je dialoguais avec lui, que de toute manière, s'il y avait une chose donc à bannir, c'est la guerre. Mais étant donné qu'elle existe, il n'y en a qu'un qui a droit à la parole, c'est le vainqueur. La guerra hay que ganar, ganar, ¿no? Y el que pierde la guerra, pierde todo. Yo olvidé, ¿no? Si ellos no han olvidado es otro asunto. Yo olvidé en todo caso. On va passer donc au film. Je vais vous demander, parce que je ne peux plus me lever, je suis prisonnier de ces gens, de fermer la porte, parce qu'il y a cette équipe de RTL TV qui va arriver à 5 heures. Vous les ferez attendre dans le salon bleu. Merci. Comment expliques-tu qu'il y ait des gens qui me disent qu'ils n'apparaîtront dans ce film que si Vergès n'y est pas? Je crois que c'est un tribut à l'habileté diabolique de Vergès et à sa façon de laisser toujours ce qu'on appelle en anglais des innuendos, des insinuations. Un homme arrive en France, qu'on présente comme absolument condamné d'avance, comme indéfendable, et je me dis pourquoi pas le défendre, et prouver que pour un avocat, il n'y a aucune cause indéfendable. De ce point de vue, je vous dirais que je suis déjà assez satisfait. J'ai un tempérament heureux. Une deuxième série de raisons est que je suis eurasien, comme vous savez, que j'ai vécu dans une société coloniale mon enfance. Je ne peux pas dire en toute honnêteté que je sois victime de discrimination raciale aujourd'hui, ce serait un mensonge. Mais j'ai vécu dans une société coloniale où régnait la discrimination raciale. Et j'ai été ensuite l'avocat du FLN. Je crois, étant avocat, que la défense, c'est-à-dire la défense de l'individu contre l'État quel qu'il soit, est une fonction nécessaire accomplie par la défense. Maître. 5 secondes, Monsieur Vergès. Vous êtes tous en train de lui faire sa publicité. C'est absolument dégueulasse. C'est un lâche. Il est aussi lâche que son client. Il est aussi insultant envers les gens que son client peut l'être. Moi, je trouve que c'est une honte. Quand j'ai été démobilisé, j'ai été un militant étudiant très actif à Paris au sein des organisations d'étudiants coloniaux qui regroupaient toutes ces organisations de Vietnamiens, Cambodgiens. Vous étiez communiste? J'ai quitté le Parti communiste en 1957, pendant la bataille d'Alger. Oui. Parce que j'étais en désaccord avec la position du PC sur la question coloniale. Je me suis établi à l'indépendance de l'Algérie à Alger. Je me suis marié, j'étais avocat. Et c'est à ce titre que j'ai été le défenseur, à la demande du gouvernement algérien, des premiers fidaïns palestiniens arrêtés. C'était en 65. La vraie question à poser à Vergès, c'est à laquelle il me répond systématiquement. Oui, pas. c'est le trou. C'est le trou. Qu'est-ce qu'il a fait de 70-78 Un type qui disparaît au point que sa femme est déclarée veuve, ouais, c'est quand même extraordinaire. Je quitte le barreau d'Alger et il reste pendant 8 années. Le fameux trou. Je mène une vie très discrète. Le fameux trou Vergès. Et sur laquelle je n'éprouve pas le besoin de m'expliquer parce que n'ayant aucune ambition électorale, ne désirant pas devenir ministre ou conseiller général, je n'ai pas d'explication à donner. Il a fait une opération politicienne toute sa vie. Toute sa vie. Bon, une opération politicienne de grand talent. C'est un homme d'une grande envergure, non pas seulement comme juriste, courageux. Mais c'est... Oh, pas du tout. Qui a été courageux. Non, c'est un vocabulaire qui m'est tout à fait étranger. Il n'y a aucun courage à défendre, par exemple, Barbie, quand on a défendu le FLN. C'est un grand choc pour moi de voir que l'initiateur de la défense politique du FLN, ce qu'on appelait la défense politique des Algériens, accepte de défendre un type comme Barbie. Moi, j'avoue que le métier d'avocat, c'est un métier que je ne comprends pas très bien. En octobre 84, a été arrêté à Lyon Ibrahim Abdallah. Qui il a pris comme avocat? Jacques Vergès. C'est celui dont les poseurs de bombes à Paris, là, de ces derniers temps, demandent la libération, entre autres. Je fais mon travail, je le fais d'une manière parfaitement indépendante.
Et c'est ce qui Oh, est... c'est une question que je ne vous avais pas encore posée. Et c'est ce qui étonne. Le fric, je n'avais pas encore posé la question du fric, Et la c'est question ce qui qu'on est- pose toujours. Et c'est ce qui étonne. Qui me paye? Personne. Et il n'y a pas seulement l'affaire de M. Barbie. Je défends en ce moment M. Abdallah Ibrahim. Oui. Je vais vous dire tout simplement que je le défends pour rien. Oui. Alors je vais essayer de vous poser une question plus précise. Qui est François Genoux? François Genoux, qui est-ce? C'est un financier, non pas un banquier, on l'appelle banquier, mais enfin c'est un financier suisse, qui a une vie assez compliquée. Qui a eu des sympathies pour le Troisième Reich. C'était un Suisse totalement pro-nazi, avant la guerre et pendant la guerre. Je l'ai rencontré pendant la guerre d'Algérie. Je dirais dans les salons du FLN, salons entre guillemets. Mais qui ensuite a pris contact avec ce qu'on appelle, entre guillemets, la résistance palestinienne et les Palestiniens les plus marxistes, ceux du FPLP de Habash. Et vous me dites que ce n'est pas Genoux qui finance vos... Absolument pas. Ce n'est pas lui. Beaucoup de gens pensaient qu'il y avait une contradiction dans cette attitude d'être passé de l'extrême droite à l'extrême gauche, alors qu'en vérité, les deux extrêmes se rejoignent bien quelque part. C'est la lutte contre les Juifs et contre Israël. Il ne faut pas tomber dans une diversion et faire le procès de l'avocat quand on ne peut plus faire le procès de l'accusé. Et Vergès a commencé à transformer son rôle de défenseur en un rôle d'accusateur. Chez moi, ça ne sent pas le soufre, ça ne sent que le cigare. Et le meilleur, celui de la Havane. Parce que je suis avocat et que lorsqu'on veut lyncher quelqu'un, c'est un réflexe chez moi de me mettre devant et de dire aux gens, vous ne le lyncherez pas avant de me passer sur le poids. Est-ce que vous croyez à la justice des hommes dans une crois. société bourgeoise? Je crois au principe auquel on se réfère. Dans une société bourgeoise? Dans le procès Barbie, je me réfère au système judiciaire. Et je le défends contre l'interprétation erronée qui en est faite. Son moral est bon, sa santé est mauvaise. Sa santé est mauvaise pour un fait que personne ne conteste. Il a eu, un mois avant son arrestation, en Bolivie, une attaque cérébrale, dont il lui reste une légère claudication et des douleurs intenses aux membres inférieurs. Il n'est pas soigné pour cela. Ou plutôt, il est soigné comme les vétérinaires des prisons soignent leur bétail. Aspirine contre la migraine et pilule pour dormir. Et laxatif contre la constipation. Je pense que pour la maladie dont il est atteint, c'est un remède un peu rudimentaire. Et je demandais que des médecins experts que je choisirais puissent venir le voir. On me l'a refusé. Jamais sous les 43 que la France a eus, sous ses 5 républiques, sous ses 2 empereurs, on n'a jugé un homme plus de 10 ans après les faits. Il me disait il y a quelque temps, maître, depuis 3 ans, je n'ai pas vu un animal, une plante, ni même le ciel. La solitude complète, 24 heures sur 24, est une situation inhumaine. Oui. Alors comment entre Vergès dans cette défense? Il y a d'abord la fille de Barbie, qui est bibliothécaire à Vienne. Oui. Non, à Kufstein. Oui, enfin en Autriche, qui donc évidemment a été autorisée à venir voir son père, et qui est celle qui a demandé à un moment donné que Vergès entre dans la défense. Es ist nicht einfach, in dieser Situation helfen zu können. Das Einzige, was wir eben machen können, ist ihn immer wieder besuchen. Pour parler de Barbie, il valait mieux s'adresser à des gens qui le connaissaient. Et effectivement, sa fille le connaît mieux que quiconque. Il fallait Ça, c'est pas sûr. Mieux que quiconque, ça se discute. Oui. Avec le décalage de l'âge, oui, oui. évidemment. Non, et puis les gens connaissent toujours une facette d'un personnage. Bien sûr, bien sûr. Et puis elle le défendra toujours. Sie sagen Nazi, ist das so eindeutig? So Nazi, dirigeant hitlérien, n'est-ce pas? Enfin, Nazi. Nicht, man müsste überhaupt, wenn man von Nazi spricht, es ist auch für mich sehr schwer, weil
gar nicht ganz genau erklären kann, was ein Nationalsozialist ist. Und man hat mir das auch noch nie ganz genau erklärt. Deswegen sage ich das nur. Aber ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung. Meine Mutter hat viel Klavier gespielt, er auch. Klassische Sachen, aber auch Schlager hat er auch gerne gesungen. Und wir haben alle sehr viel und sehr gerne gesungen. Und wir waren eine sehr fröhliche Familie. Madame Messner nous a fait un coup de violon fantastique dans le film, mais que voulez-vous, elle est la fille qui défend son père. Est-ce que vous pouvez nous dire, madame, en français? En français? Oui. C'est un père très bon, très tendre, très gentil. En tant que beau-père, c'était un homme très gentil. C'est toujours très bien comporté avec moi. Après la mort de mon mari aussi. Françoise Croisier a vu cet homme vivre en Bolivie et pouvait le décrire d'une manière assez intéressante. Il avait beaucoup d'amis et il aidait les amis quand ils avaient des problèmes. Un honnête homme. Un honnête homme, oui. C'est une jeune femme qui a été trompée, en ce sens que quand elle a épousé le fils de Klaus Barbie, elle ne savait pas qui était son beau-père. En êtes-vous sûr? Oh, j'en suis certain. Vous connaissiez son passé? Non, je connaissais pas le passé exact. J'avais une idée quand même qu'il y avait quelque chose. À vous entendre parler de son amour pour les enfants, vos enfants, alors que l'on connaît l'acte d'accusation, et en songeant qu'il a commis des atrocités à Lyon, il y a une discordance. Il y a une discordance pour nous aussi. Et vous imaginez cette femme se promenant avec 3 petits-enfants Barbie, enfin c'est lourd à porter comme nom. Je ne suis pas la première Française qui épouse un Allemand. En 1944, et j'ai vécu cette époque-là un peu comme tous les jeunes, c'est-à-dire avec la faim au ventre. C'était une période qui était très réglementée. Par exemple, il y avait les tickets de pain, il y avait les tickets de viande, il y avait les tickets de beurre, il y avait les tickets d'huile, avec toutes les matières grasses. Tout avait des tickets, même les pommes de terre. There was a café in Lyon which was frightful because it was one of the few places which was cheap, and you met a lot of people in it who knew they were cheap. And of course, when you get into a cafe and you see a lot of people who wink at you, you don't go the next time because you know this is dangerous. Tous les restaurateurs servaient et des gens des états-majors ou de la milice ou de la Gestapo qui leur permettaient de servir les autres clients. Les restaurants pendant la guerre ont toujours joué le double jeu, si vous voulez. Ils avaient toujours une salle pour les résistants et une salle pour les Allemands. The best cafe I went to was one which was next to Gestapo, and where I used Moulin à vent? No, it was called La Concorde. On entendait parler surtout de Montluc, tous les pauvres malheureux qui étaient à Montluc. Ah, parce que Barbie, il avait son QG là? Rue Paul-Lantier. Oui, rue Paul-Lantier. Mais il était à côté de nous, là, dans la belle maison, là-bas au coin. A very convenient cafe because otherwise it was full of Germans and Gestapo people. So the Gestapo wouldn't dream of looking for someone there. Whereas the other cafe with all the resistance people was dangerous. But where you had to eat somewhere. Les gens avaient faim, vous savez. Ils avaient soif aussi parce que... Couleur dans le cheville. Là, si aujourd'hui nous nourrissons des gens qui n'ont pas faim, à l'époque, les gens avaient faim. Beaucoup de légumes secs. Toujours contre les tickets. Toujours contre les tickets. Et on avait avec les tickets. Et une fois, M. Mitterrand avait trouvé une langouste, on l'avait cachée. On dit on en mangera le soir. Ça a été tout fermé. On a mangé la langouste là, dans notre coin, comme d'habitude. Oui. Arrive un officier allemand qui était rentré par l'allée, qu'on n'avait pas vu. Ouh, mangez ça, c'est assis avec nous. Il a tout mangé? On est obligé de lui donner un bout de langouste. Et oui, bien sûr. C'était une Il y a époque des choses qui vous reviennent, c'est épouvantable. Oui. I remember my interview last fall with the French president and Mitterrand, who brought Barbie back. I asked him a question about
about Vichy. I said, well, isn't France afraid of having Vichy really exposed as collaborationist? And he said, Vichy wasn't collaborationist. He said, Vichy, well, there were collaborationists within Vichy, but the Vichy government was not collaborationist. He said, and I don't know how to translate it into English, c'était mou. I said to myself, I want to interview this man after he's no longer president and see what he says then. When I talk to people who are 50 or 60 and who lived through the war, they say that, of course, the French resistance did a lot of good things and that it's the honor of France. They saved the honor of France, of course, but that part of the resistance who came later, much later, are the ones who speak aloud about what the French resistance was, actually. Well, what you're saying is that for you, as a schoolgirl in France, the resistance was not heroic. Yes, there's a flaw somewhere in the myth. So you do have some admiration or love or respect for the early? Yes, that's right. As somebody who's 27, I never had any stupid ideas about the resistance, and I know they were fighting each other. Dans les conflits qui ont déchiré la résistance, particulièrement à ce moment-là, eh bien, ce sont d'abord des différends politiques, stratégiques, méthodiques. Et puis, là-dessus, ce sont inévitablement greffés, car on ne fait pas la politique avec des anges, ni la guerre, des conflits de caractère, des rivalités de personnes, aussi des ambitions. Freinet, pendant l'absence de Moulin, a entamé des négociations directement avec les services secrets américains en Suisse. Allen Dulles. Pour obtenir des armes et de l'argent, et en contrepartie, il leur fournissait des renseignements militaires. Mais la filière suisse était une filière qui est tout ce qu'il y a de plus normal et qu'elle n'avait aucun des inconvénients. Mais Moulin était contre cette filière. Mais Moulin était contre, c'est pas Moulin qui était contre, De Gaulle était contre. Est-il admissible pour un gouvernement d'accepter qu'un particulier négocie avec une puissance étrangère mais allié. Puissance étrangère, mais allié. Un allié est un étranger. Non, pour un État, il y a des ennemis. Ah, non, en état de guerre, un allié est un allié. Oui. Et justement, c'est la force du général de Gaulle d'avoir toujours traité ses alliés comme des étrangers qu'ils sont, non pas comme des adversaires. Barbie était au courant des intrigues au sein de la résistance et des liaisons du bureau américain de l'OSS à Berne avec certains mouvements de résistance. Ça, il était au courant. Parfaitement au courant. Et Barbie prétend faire partie de ce groupe Canaris, Karl Wolf, qui avait des contacts avec les Américains. Il dit, d'après Vergès, non seulement j'étais au courant, mais je recevais des ordres. De même, je crois. Et cela expliquerait, est-ce que c'est ça son explication de pourquoi il a été couvert par les Américains après la guerre? Immédiatement, et pris tout de suite. Enfin, en 45. Oui, mais tout de suite, en 44, il quitte Lyon, là, en août 44, hop, il a tout de suite été protégé. Il n'est pas arrivé à Memmingen en 47 par hasard, selon cette thèse. Est-ce que cette thèse est la vôtre? Non, mais moi, j'ai pas de thèse là-dessus. Je m'arrête à l'arrestation de Jean Moulin. Nous sommes 3 ans après l'arrivée de M. Barbie en France à discuter de savoir quel sera le champ exact sur le plan juridique de l'accusation et quels seront les faits qu'on va retenir. Oui. The court decided that war crimes could be also crimes against humanity, which means that the appeals court decided. Appeals court, yes. La Cour de cassation. Yes. Je tiens M. Barbie pour un ennemi de l'humanité. Il n'a d'ailleurs jamais dit le contraire. Je crois que vous avez tort tous de vouloir mêler les deux accusations. Je crois que c'était beaucoup plus important de laisser Barbie en face de cette chose affreuse qui est la destruction systématique de gens qui ne sont pas comme les autres. On nous dit que les crimes de guerre sont prescrits,
on ne peut pas revenir sur cette question, n'en parlons plus. Mais du moment que les crimes contre l'humanité ne sont pas prescrits et qu'on a sous la main un responsable de crimes contre l'humanité aussi important, aussi représentatif que Barbie, il faut qu'à travers son cas, ce soit le procès de tout le régime nazi. Non, c'est vrai que ça peut sembler révoltant à certaines gens que la torture à mort, et la torture peut-être sadique, je ne sais pas, soit oubliée. Mais il ne s'agit pas d'oublier, ça ce sont des crimes de guerre. Ça existe, la notion de crime de guerre. Les crimes de guerre, comme les crimes terroristes, etc., ça a une prescription de 20 ans. Comme en général les crimes de droit commun. Le seul crime qui est excepté de cette prescription, c'est le crime contre l'humanité. Ça a été parfaitement défini, et à Nuremberg, et ensuite ça a été repris dans la loi de 64 en France. Un crime contre l'humanité, c'est un crime contre toute une population civile uniquement en fonction de son origine, etc. There's been a huge amount of propaganda during the last number of years in order to try and prove that the Nazis murdered only Jews. Ben, je regrette, les crimes contre l'humanité, c'est effectivement les crimes contre les Juifs. L'occupation allemande, j'en vois pas d'autres. And so it took up a large part of the press. Aucun enfant de France n'a été déporté, sauf les enfants juifs et les enfants tziganes. Sinon, pas un seul enfant. Et l'enfant non juif à Isieux a été, lorsque il y avait une panne dans le village, a été... L'enfant non juif, René Vucher, lorsque les Allemands ont appris qu'il n'était pas juif, eh bien, ils l'ont laissé descendre du camion parce qu'il n'avait rien dans le village. Dans le village. And I think that the French court and the French get nerved, get upset if one says crimes from the Nazis only against the Jews. Okay, they could have said crime of the Nazis is too against the gypsies. But the French population doesn't like the gypsies. Why to bring them in, you know? So you have to demonstrate that crime was against good French. And good French, what is a good French? The resistance one. It's why they want to bring in the resistance, because everybody wants to... Get in on the act. Getting on the act of the victim. Pourquoi précisément un arrêt pareil a-t-il été rendu? Pourquoi? Au nom de quoi cette peur? Au nom de quoi ce caractère frileux? C'est parce que précisément ça devient une affaire politique. J'ai toujours dit que je ne comprenais pas. Pourquoi dans ce procès, comment on pouvait faire un tel procès et ne pas faire le procès des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Algérie? On m'expliquait que ce n'était pas la même chose. L'arrêt de la Cour de cassation va dans mon sens, puisqu'en somme, il définit comme crime contre l'humanité toutes les horreurs de la guerre. On n'évitera pas une espèce de généralisation, et ça va être tout le système de défense de Barbie. Bon, d'accord, est-ce qu'il ne fallait pas torturer pour savoir, pour avoir des informations? Bon, on expliquera que les Français ont fait exactement la même chose en Algérie, etc., etc. Massu, dans ses livres, avoue qu'il y a eu la torture. Le colonel Argout avoue dans ses livres que les parachutistes, dans leur station de repos, pour tromper leur ennui, massacraient des femmes et des enfants. Vous me dites en somme que si M. Le Pen a pratiqué la torture en Algérie, c'était sur ordre de son gouvernement. Je pense que oui. Mais c'est exactement la défense de Klaus Barbie, qu'il agissait sur ordre de son gouvernement. C'est la défense de tous les soldats. Oui, alors on va faire intervenir évidemment les problèmes de responsabilité collective. Alors là, on va soulever un problème qui est loin d'être... oui, mais enfin, Befehl, vous parlez l'allemand, Befehl, c'est la défense classique de tous les procès de criminels de guerre. Alors Vergès a raison. Là, c'est une question piège. Vergès fait son métier. Quant à ce que j'en pense personnellement, je pense d'ailleurs que c'est une très vieille histoire qui aujourd'hui n'a plus cours. Ces fêtes sont passées il y a plus de 40 ans. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question,
Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je n'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Oui, c'était pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. La solution finale, vous niez que c'est un complot d'assassinat? Est-ce que ça fait partie d'un complot d'assassinat ou pas? Je nie la participation de mon client à la solution finale, c'est différent. Wir haben es immer wieder gehabt, dass alle leugnen, dass sie wussten, dass diese Leute, dass diese Juden in die Vernichtungslager zur Vernichtung kamen. Bien. Il existe des circulaires de Dannecker distribués à des gens dans des fonctions de Gestapo, leur donnant des instructions sur la façon d'acheminer les Juifs vers les chambres à gaz. Est-ce que vous direz que votre client n'était pas en position de les connaître? Je vous répondrai, et c'est une des surprises de ce dossier qui n'est pas comme les autres, que vous, monsieur Ophuls, vous êtes au courant de ce document, et que moi, défenseur, on ne me l'a pas présenté. Aucun des documents, à l'appui de la démonstration, qui ont été évoqués à l'audience, a été pris ailleurs que dans le dossier. Vous confirmez donc que la parquet prétend que ce document existe? Oui, mais le parquet ne m'a pas présenté ce document. Tous les documents, y compris la circulaire de Dannecker, se trouvent là-dedans. Et était à la disposition de la défense? De toutes les parties, sans exception de la défense, entre autres, en particulier. Comme de moi, en particulier. Mais Vergès ne regarde même pas les dossiers, c'est n'importe quoi. Wie Sie ja wissen, ist bisher, glaube ich, von der Verteidigerseite die Echtheit der Dokumente angezweifelt worden. Wegen Fotokopien, jetzt haben wir die Originale. Aber mich hat das nicht gewundert. Ich habe es ja auch im Prozess selbst zu dem Anwalt gesagt. Und er hat es zugegeben, er macht zum ersten Mal so einen Prozess. Und so sind unsere Rechtsanwälte angefangen bei den Verfahren wegen NS-Verbrechen auch. Sie haben zunächst mal bestritten. Quand on dit on a les documents qui prouvent que M. Barbie est responsable du transfert d'enfants juifs de la région lyonnaise vers Drancy, mon devoir est de dire que ce document sur lequel on s'appuie est un faux grossier. Vous mettez en doute l'authenticité du telex, comme vous l'avez fait au début? Ah, je continue plus que jamais à le faire. C'est quoi? C'est un document traficoté, fabriqué? C'est un faux. Le faux ne peut avoir été fait qu'avant le procès de Nuremberg. Alors avant le procès de Nuremberg, j'étais quand même un peu trop jeune pour faire le faux, parce que c'est vers moi qu'on s'est tourné pour dire du côté Vergès, le faux vient de quelqu'un, bon, il vient de moi, mais quel faux? Il n'y a pas de faux. À Nuremberg. Clarcel était tout petit, il était à Nuremberg, la délégation française a cité le texte qui fait le corps du telex, mais n'a pas cité le nom de Barbie, qui est pourtant dactylographié. Dass es jüdische Stellen seien, die nach dem Krieg das fabriziert hätten. Aber darum geht's doch. Wer wusste nach dem Krieg bei den Alliierten, die die Dokumente zusammengestellt haben, wer Barbie war? Wer wusste das? Barbie war ja eine ganz kleine Leuchte im Grunde. Und die Unterschrift unter dem Telex war schon in Nürnberg vorhanden? Das war schon in Nürnberg, 1946 war es schon, ist schon drüber verhandelt worden, überhaupt über den Fall Kinder Essieux. Le malheur a voulu que les photocopies soient reproduites en plusieurs endroits, mais pour des raisons de cadrage, ont été modifiées dans leur composition. Et Vergès a joué là-dessus. A joué là-dessus, mais vous étiez à l'audience, vous avez vu que pendant qu'il parlait, les jurés regardaient l'original du telex. Monsieur le procureur, pourquoi, lorsque Barbie était encore présent à son propre procès, pourquoi avez-vous demandé qu'il parle de sa jeunesse? Parce qu'il y a une question qui, pour moi, est capitale dans cette affaire-là. Comment des crimes contre l'humanité peuvent être commis par un homme? On parle de crimes contre l'humanité et en face, il y a un homme. Alors, quel est cet homme? Pourquoi vous avez décidé de partir? Ich habe nichts zu sagen. J'ai rien à dire. Vous n'avez rien à dire? Mais est-ce qu'il pourrait l'extraire? Non. Je vois pas sur quelle... Oui. Sur quelle base aujourd'hui, en tout cas?
Mais moi, ce que je te propose, c'est que n'importe comment, moi, je fais mes 6 feuillets sur le déroulé de l'audience, mais je ne sais toujours pas si ça va être Holford et Streim principalement, ou Lugif, les premiers de Lugif. Parce que si c'est les premiers de Lugif, c'est évident que c'est plutôt sur ça qu'il faut ouvrir. Parce que c'est les premiers vrais témoins qui vont venir, tu vois. Behind that table desk was Barbie. And he started asking me questions in German, and again, I didn't understand. I pretended that I didn't understand a word of German. And here there was this literally captive audience, and among those, some of them I knew very well. Most of them dead? I beg your pardon? Most of them died? I mean, were most all of them? All of them. All of them. There were 3 Gestapo officers right behind me. One of them, who stood very close behind me, practically behind my left ear, pulled out the gun, and I could hear the click, and saying in a low voice into my left ear, but to the 2 others in German, well, I may as well finish him off. I controlled my reflexes because I knew that if I showed any sign that I understood, my fate would be sealed. Barbie was now convinced that I did not understand German, and he gathered all my documents, my papers, and he handed them to me and said, "You can go." Monsieur Truche, vous avez récusé dans votre réquisitoire plusieurs témoins. Pourquoi avez-vous récusé Michel Thomas? Non, écoutez, ce qui pour moi est conforme au bien de la justice, c'est de ne s'appuyer que sur des éléments qui ne sont en aucune façon contestables. Tout le reste, je n'ai pas Michel Thomas vous semblait plus contestable que d'autres? Parce que pour moi, son récit ne collait pas. Vous savez, il y a des choses qui étaient invraisemblables, mais le vrai peut quelquefois être invraisemblable. Voilà. Or, moi, je ne peux pas m'appuyer sur de l'invraisemblable, même si c'est vrai. Je savais, la première fois que je suis venu, c'était en mois de février. Il y avait de la neige dehors. C'était très beau, d'ailleurs. Puis vous avez refusé de nous voir. Vous avez refusé d'être interviewé. Vous pouvez me dire pourquoi? Eh bien, il y a certainement déjà une bonne raison, c'est que... Comment? Vous en avez ras-le-bol? Julien Favet est un homme un très brave homme, et ce qu'il dit, il le vit. Mais je ne peux pas, moi, dire à quelqu'un, vous condamnez pour des faits très graves, sur le témoignage de quelqu'un qui, 40 ans avant, a vu quelques secondes d'une autre personne. Il dit plus que quelques secondes, 2-3 minutes, enfin. Et puis il connaissait les enfants, il peut. Ah oui, non, donc c'était un moment très marquant dans sur sa son vie. témoignage sur les enfants, mais c'est évident. Ils m'aiment bien, et, je sais pas, je m'amusais avec eux. Vous avez fait état de son accident. Vous avez prononcé le mot de lobotomie. Il paraît que c'est une erreur. Je ne crois pas avoir employé ce mot à l'audience. Si. Ou en tout cas, si je l'ai employé, c'est qu'il est dans le dossier. Il est dans le dossier. Alors, est-ce une erreur dans le dossier? C'est possible. Parce que ça a une conséquence quand même sur la vie de cet homme, la récusation de son témoignage. Julien Favet est physiquement délabré. Il a eu un accident, une branche d'arbre. Quand il était gosse ou? Non, il était au bois. Oh, il n'y a pas tellement longtemps, c'est après la guerre. Si j'ai fait citer Julien Favet, c'est qu'il a été un témoin direct des faits. Et je savais bien que la crédibilité de son témoignage était discutée. Est-ce que les gens du village croient ce qu'il dit? Oh oui, il croit. Puis il n'était pas seul. Ce matin-là, c'était le jeudi 6 avril 1944. Et je faisais comme d'habitude, on se levait de très bonne heure dans la culture, vous savez. Et les jours étaient chacun. Et ce jour-là, mon patron m'avait dit il faudrait faire un fossé pour planter des asperges dans les vignes. Oui. Quand je descends la cour, j'ai 2 gamins qui m'ont appelé de la fenêtre du dortoir en haut.
M. Julien dit à Mme Perticos, qui était donc mes patrons, qu'on ne peut pas aller en champ au Névé-Bachot au champ ce matin, on a du corvée de dortoir. Oui. Donc c'était les deux frères qui étaient tous souvent à la maison. Et s'ils avaient été à la maison ce jour-là, ils étaient sauvés. Mais Favet, c'est un petit peu... C'est la terre. Vous comprenez? C'est la terre. C'est la France. C'est la terre. Il y en a des petits, des enfants de 8 à 10 ans, par là, ou 7 à 8 ans, ils essayaient de sauter du camion. J'ai vu de mes propres yeux, ça je peux vous assurer, j'ai vu un soldat allemand lui envoyer un grand coup de pied dans le ventre. Il vous a certainement raconté comment que tous les jours les enfants lui apportaient à manger au matin, et puis les jours de déportation, il descendit parce qu'il n'a pas vu personne venir lui apporter son petit déjeuner. Peut-être qu'il les aurait peut-être bien trouvés un jour, ces petits gamins-là. Mais ce qui a précipité les choses, c'est que ça a été vendu, quoi. Ils ont été vendus. Alors, certainement, oui. C'est les miliciens français qui les ont vendus, quoi. Dénoncés. Et vous savez qui les a dénoncés? Vous avez vu le dénonciateur? Oui. Tout au moins un des dénonciateurs. Quand et comment? Monsieur Bourdon. Oui. Barbie, avec un milicien, un autre milicien qui est habillé exactement comme lui, qui est à côté de lui, et Monsieur Bourdon, ils étaient tous les trois appuyés contre le grand bac en pierre. Je ne sais pas si vous avez vu ce grand bac en pierre qu'il y a là-bas. Barbie, il est resté 3 ou 4 minutes en tête-à-tête en face de moi, quoi. Et bien, il m'a dit en parole qu'il m'a dit, j'ai compris, allez. Et il s'est retourné, il est redescendu. Donc, moi, je suis parti. Il n'avait pas été entendu lors du premier procès, non pas de Barbie, mais du procès de Bourdon en 1947. Bourdon le dénonciateur. Bourdon le dénonciateur. Celui qui avait été entendu, c'était Perticose. Julien Favet, Perticose était infirmier, il est mort, et Julien Favet était son valet. Et à l'époque, on avait entendu le maître et pas le valet. C'était pas nécessaire. Et Bourdon, alors? Je ne sais pas ce qu'il est devenu après, je ne l'ai jamais revu, moi. Il n'est pas revenu au village. C'était pas le moment. Hein. Vous auriez pu faire venir des témoins allemands. Le problème qui se pour la présence ou la non-présence de Barbie. Le problème qui... Non, mais les témoins allemands, vous savez, ne viennent pas en France pour déposer dans ce genre de procès. Il est plus simple de tout faire porter au SS, à Barbie. Voilà, Barbie, bien, c'est fini, ça a été les SS, c'est le bourreau, c'est clair, c'est net, c'est le passé. La Wehrmacht, c'est aussi aujourd'hui, en quelque sorte. Alors, sans doute n'a-t-on pas trop voulu rechercher dans cette direction. Le problème qui se posait, c'était pas de savoir qui a arrêté les enfants d'Isieux, mais qui, les ayant reçus à Montluc le soir même, a décidé que ces enfants partaient en Allemagne pour être déportés et pour y trouver la mort. C'est vraiment ignoble quand vous voyez des gamins de 7-8 ans, 9 ans, même 10 ans, traités à coups de pied dans le ventre, à coups de crosse de mitraillette, et puis ensuite les embarquer pour les passer à la chambre à gaz. Avant la déportation, c'est la résistance qui nous a ravitaillés. Les maquis de l'Ain. Maquis de l'Ain. Et des jurats aussi. Et des jurats. Et ils savaient qu'il s'agissait d'un refuge d'enfants juifs. Ils savaient très bien. Et les rapports avec le village, en dehors du maire Vichy? Mon mari avait beaucoup plus de contact avec eux parce qu'il achetait des légumes chez les paysans. Oui, le père Zlatin. Au père Zlatin, oui. Oui, oui. Il mangeait tous les matins, chercher son lait, là, puis les légumes par qu'il trouvait. Je ne sais pas, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Il y avait certainement ceux qui étaient pour les maires, et c'était pour le maire de Vichy, enfin pour le maire de... Oui. Oui. Et si bien que, malgré qu'ils n'étaient pas invités, les maires, à l'inauguration de ces monuments, ils étaient réduits maire pour la deuxième fois. Et si vous avez vu les monuments, avez-vous remarqué qu'il y avait une phrase d'Hemingway? Nous faisons partie du continent et chaque mort d'homme m'humilie. Et puis il y avait encore quelque chose, vous savez. Parce que nous faisons partie du continent et Isieux faisait un petit point dans le continent. Quand on m'a présenté Barbie, j'étais donc assis. Monsieur le juge était là, moi j'étais là, c'était une table ovale, la secrétaire était là. À côté de moi, il y avait Maître Vergès. Qui vous a posé des questions? Aucune question.
Aucune. Il avait par moments, il souriait, il avait l'air de dire tout ce que tu peux dire, quoi. C'est de la rigolade. Donc, ce dossier est vide. Barbie est poursuivi comme complice parce qu'il était membre d'une organisation. C'est une vision de la justice qui remonte aux âges primitifs. C'est la responsabilité collective. Il a dit aux journalistes, plus le témoin était précis dans ses déclarations, plus nous nous amusions comme des petits fous. Ce procès est un procès dirigé contre la France, pour rouvrir les vieilles blessures. Et dans ces conditions, je pense que pour le droit, pour la vérité, pour la France, le jury doit dire non, non et non. Vis-à-vis de Vergès, tout ce que j'ai dit, moi, c'est comme des feuilles quand elles tombent. Elles tombent par terre et on les ramasse ou on les laisse pourrir. Pareil. I say this trial is against the interest of France. With such a trial, France will be divided concerning her past, and it's time to go over, to go forward. Il est donc 10h30 et nous attendons le verdict du procès. Et moi, je sors de ce procès avec un pessimisme accru. D'abord parce que je ne crois pas que la notion de crime contre l'humanité, au nom de laquelle Barbie a été jugée, ait été éclairée par le procès. Je crois qu'elle a été obscurcie à dessein par la défense, mais aussi par l'accusation qui n'a pas su la mettre en valeur et la défendre. Un film porno, non? Je crois que nous aurions dû tout au long du procès méditer, et plus que cela, méditer et nous indigner de cette situation qui faisait qu'un noir, qu'un arabe, qu'un bolivien et qu'un homme, Vergès, qui se réclame de son ascendance asiatique, se soit mis à la barre pour défendre un nazi et pour le défendre en vertu de leur race, en vertu de leur appartenance non européenne. Imaginez que nous soyons en 1945. Imaginez que quelqu'un en 1945, au sortir de la guerre, disait, ben vous verrez, dans 20 ans, dans 30 ans, quand on accusera et quand on condamnera un tortionnaire SS, ce seront des sous-hommes, ceux qu'ils appellent des sous-hommes qu'ils défendront. Ça aurait fait rire tout le monde. C'est la victoire de la démocratie sur le totalitarisme, qu'il y ait partout un avocat qui choisit son système de défense, qui dise ce qu'il veut. Ce que je constate, c'est que la cour d'assises, en condamnant Barbie pour tous les faits qui lui étaient reprochés, en lui refusant les circonstances atténuantes, n'a accepté aucun des arguments de la défense. Je constate que le lieutenant Barbie est condamné à une peine perpétuelle, alors qu'à Nuremberg, l'amiral Dönitz, successeur d'Hitler, n'a pas subi de peine perpétuelle. Manifestement, nous dépassons nos maîtres en la matière. Allez-vous voir en cassation? Allez-vous voir en cassation? Nous allons faire cassation demain, c'est évident. What do you think about this trial? Justice, only justice. And I'm very proud of the French justice and the serenity of the French justice. That's all. And memory of the children of his youth. Bien, j'étais donc au collège moderne, à l'époque où des enfants de cette colonie étaient abrités par le directeur de l'école même, à Belay. À côté de moi, il y avait un de ces petits de la colonie qui s'appelait Meyer Bulka, dont les parents étaient originaires de Pologne et lesquels avaient été pris dans la fameuse rafle du Veldiv à Paris. Donc Meyer savait très bien où ses parents étaient. Il savait. Alors quand il allait à l'école, oui, à Belley, au collège, oui, il savait que ses parents étaient déportés? Ils s'en doutaient, tous, ils s'en doutaient. Maurice Gerenstein et Max Balsam, par contre, parlaient beaucoup moins. Bulka était à côté de moi.
Et nous étions par table de deux. Bulka était très renfermé Oui. et souvent très triste. Et tous trois m'ont laissé le souvenir de garçons qui étaient particulièrement travailleurs, et notamment en mathématiques. Les grands s'attendaient à quelque chose, quoi. Ou on leur avait dit, ou alors qu'ils doutaient eux-mêmes. Mais ça, je peux pas le certifier, hein. Mais les petits, je vois pas comment ils auraient pu comprendre la chose. Lettre d'Alice Jacqueline Lutzka, âgée de 10 ans, à sa mère, quelque part dans le midi de la France, 26 février 1944. Très chère maman, je te remercie d'avoir cherché pour moi des sabots et j'aurais bien chaud, n'est-ce pas maman? Ici, la neige fond et le soleil se fait voir. Nous voyons bien que le printemps va bientôt venir. Quelle chance! C'est si joli le printemps avec ses arbres en fleurs, aussi ses bourgeons. Je pense que tu as reçu la lettre dans laquelle je te demande de prendre des photos de là-bas, car je ne me rappelle plus comment est le pays. Mais il ne faut pas oublier que j'étais bien petite lorsque j'y étais. Je vais recevoir un colis de Fanny avec la jupe à carreaux bleus. Comme je ne vois plus rien à te dire, je te quitte en t'embrassant de toutes mes forces, ta petite fille qui pense à toi, Jacqueline. Qu'est-ce que j'ai été heureuse dans cette cour. Vous habitiez où? Au dernier, tout à fait en haut. Mon père était en train de se laver les mains là, oui, quand le SS est venu nous sonner à la porte. Oui. Et il avait vu par la fenêtre qu'il y avait des SS de ce côté qui barraient le chemin parce qu'il y a deux sorties. Mais je vous connaissez, vous, le locataire, ou si c'est notre monsieur là? Vous vous ressemblez? Ah non, je ne suis pas locataire ici, non, non. Hein? Mais vous connaissez Madame Lagrange? Vous êtes dit bonjour. Elle n'est pas connue, la dame, mais je ne vois pas qui c'est non plus. Ah oui? J'habitais au-dessus de vous. Mais... Simone Cadouche. Hein? Simone Cadouche. J'habitais au-dessus de vous. Vous êtes Madame Cadouche? Oui. Oh non, mais je ne pourrais pas vous reconnaître parce qu'on change, hein, en vieillissant. Hein? Vous n'avez pas tellement changé. Oula, aussi, 77 ans, hein? On change. Et vous vous appelez comment de votre nom de fille? Je ne sais pas comment. Cadouche. Cadouche. Oula, ben je vous aurais pas reconnu, hein? Ah, non. Votre visage, oui, quand je l'ai vu, m'était pas connu, mais le nom, non, absolument pas. Vous étiez là, madame, le jour de l'arrestation de la famille Cadouche? Oui, oui. Vous l'avez vu? Ah oui, mais moi, je suis venue là en 42. Oui. Donc vous étiez là quand les SS sont venus? Quand les SS sont venus arrêter la moi, famille. je ne sais pas s'ils ont été à la cour ou dans la rue, mais enfin, je m'en souviens. Vous, c'est les Cadouches qui avaient été déportés, alors? Voilà. Ah oui. Et vous êtes la fille l'aînée? Voilà. Et que vous avez eu le bonheur de revenir? Ben oui. Ah, c'est vous, alors? C'est moi. Oui, oui. Ah ben non, je vous aurais pas reconnu. Et puis vos parents ne sont pas revenus? Non, ils ne sont pas revenus. Oh là là, c'est triste quand même, hein, oui. Ah, oui, oui, ça, j'oublierai jamais. Hein. Oh, moi non plus, figurez-vous. Ça, oh ben, plus forte raison vous, hein, parce que mon frère, moi, je n'oublierai pas ça, oui. Le jour où j'ai été arrêtée, Hein? le jour où j'ai été arrêtée, vous étiez chez vous. Et il y avait Madame Bontou en face. Oui, c'est ça, Et elle est oui. la seule à avoir essayé de me sortir des SS. Ah oui. Oh là là. Madame Serre était de ce côté, Oui. derrière sa porte. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Et de ce côté, il y avait Madame Bontou, qui a laissé passer mon père, ma mère, etc. Et qui très gentiment m'a tiré par la manche pour essayer de me faire rentrer chez elle, de me tirer des pattes des SS. Et pourquoi ça n'a pas marché? Wetzmann s'est retourné, il est remonté et il m'a poussé dans l'escalier. Et Madame Bontou a reçu une gifle qui l'a renvoyée chez elle. Et pendant ce temps-là, Madame Serre? Oh, elle était calfeutrée chez elle. Je ne sais pas du tout ce qu'est devenu Madame Bontou, mais c'est vrai que pour elle, j'ai une pensée qui est tout à fait différente de ce que je pourrais avoir pour d'autres personnes. Vous ne l'avez jamais revue? Non. Non. This motion picture is dedicated to the late Madame Bontou, a good neighbor.